du règlement. La parole est à Monsieur David Guiraud. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, chers collègues, après 6 mois de mobilisation, après 14 journées de manifestations à un niveau rarement vu dans l'histoire de notre pays, nous sommes en effet venus vous affirmer que nous contesterons ligne par ligne chacun des textes de loi qui touchent à un cheveu de notre sécurité sociale et de notre retraite. Nous sommes venus vous affirmer que malgré tous vos efforts, tous vos coups bas, les magouilles, le mépris, l'arrogance, vous ne mettrez jamais fin à notre combat pour la sécurité sociale. Et j'ai entendu les arguments farfelus de Monsieur le ministre Attal. Toujours la même embrouille. Je le cite, en conseil municipal, on n'a jamais voté contre un document comptable. Bah, peut-être, mais moi, en conseil municipal, j'ai jamais vu s'aligner 1049.3. J'ai jamais vu être piétiné le droit constitutionnel d'amendement. Ça, je ne l'ai jamais vu non plus en conseil municipal. La sécurité sociale, vous voulez la battre. Et c'est précisément ce que dit le texte aujourd'hui, au-delà de la comptabilité. Bah oui, il faut chercher l'information, mais elle est là, notamment dans les annexes. Les annexes nous disent qu'en 2022, au total, il y aura plus de 67 milliards d'euros d'exonération de cotisations. Et tout ça hors dispositif exceptionnel d'exonération. 17 milliards d'exonération, ne serait-ce que pour la branche vieillesse. Vous avez bien entendu, 67 milliards en 1 an. Je répète, 67 milliards en 1 an. Et vous avez le culot de justifier votre pitoyable réforme des retraites au nom d'un soi-disant déficit que vous creusez vous-même de 15 milliards en 5 ans. C'est-à-dire que vous avez fait partir en fumée 5 fois la somme demandée en à peine 1 an. Oui, c'est une certitude. Vous voulez le casser, ce système de retraite. Vous ne cherchez pas son équilibre. Vous cherchez sa désorganisation, son affaiblissement, et puis enfin sa chute. Pour que les 800 milliards d'euros de la protection sociale qui ont été dans notre pays si longtemps préservés du capitalisme lui tombent dans les griffes. Et si nos hôpitaux s'écroulent, et si des urgences ferment en ce moment, c'est le cas dans ma circonscription à Wattrelos, il n'y a plus de service d'urgence à partir de 20 h, fini, parce qu'on manque de personnel. Bah, c'est précisément parce que vous êtes en train de détruire la cohérence et le financement de notre sécurité sociale. Vous êtes même capable de faire financer le plan de relance de l'État, qui est un plan de l'État, qui devrait être financé par l'État, en partie par les administrations de la sécurité sociale. Allez, 8 milliards d'euros supplémentaires vaporisés. Les 3/4 de la somme qui, soi-disant, seraient les 15 milliards d'euros de déficit de la sécu sociale, dilapidés. Et pour quel motif? Depuis quand est-ce que les cotisations des travailleurs français devraient payer, je vous cite, le redressement de l'économie française? Le redressement de l'économie française, il y a les impôts pour ça. On ne dirait pas d'ailleurs qu'il y a les impôts, mais c'est compréhensible. Puisque vous avez délibérément réduit l'imposition des Français les plus fortunés, à tel point que l'Institut des politiques publiques vient de rendre une étude qui nous montre que les plus riches, les milliardaires français de ce pays, payent des taux d'impôt ridiculement faibles par rapport aux autres. Qui fait des efforts dans ce pays? Les classes moyennes, les classes populaires, j'y reviendrai. Et d'ailleurs, vous ne vous arrêtez pas dans le processus de démolition de la Sécu. Vous avez aussi transféré 135 milliards d'euros de dettes à la Cades, donc à la sécurité sociale, pour lui faire peser sur les épaules des décisions politiques prises pendant le Covid. Et on peut en penser ce qu'on en veut. Mais c'est l'État qui devrait assumer ces décisions-là. C'est lui qui les a prises. Politiquement, c'est l'État, pas la Sécu, qui a décidé du confinement et de fermer le pays. Donc c'est lui qui doit payer la décision politique. Mais surtout parce que l'État, il ne paye que les intérêts de sa dette, il peut faire rouler la dette. Tandis que la Sécu, elle, à cause de ça, elle va devoir payer les intérêts de la dette et le total de la dette dans son intégralité. Voilà comment on casse aussi la capacité de financement de la Sécu sociale. Et après, on nous dit, après avoir détourné des centaines de milliards d'euros, issus du dur labeur de ceux qui font tourner ce pays, pour des aides qui concernent majoritairement les grandes entreprises, pas les petites,
Parce qu'avec le nombre d'aides qui existent dans ce pays, c'est un labyrinthe. Un boulanger ou autre, il ne profite pas des aides directes et indirectes de l'État, ce n'est pas vrai. Ou si peu. Ces centaines de milliards d'euros, bam, perdus dans le grand patronat. On nous dit, vous inquiétez pas, on compense. Et ça aussi, c'est marqué dans les documents financiers. Vous compensez comment? Déjà pas dans son intégralité. Mais j'en ai parlé hier. Vous compensez avec un transfert gigantesque, jamais vu, de recettes de la TVA qui deviennent affectées à la Sécu sociale. Et cette année, c'est plus de 57 milliards d'euros issus de la TVA qui ont été transférés à la Sécu sociale. L'an prochain, on nous parle du même transfert gigantesque, 61 milliards d'euros. Alors on peut imaginer parfois une solidarité entre l'État et la Sécu, ça peut arriver. Mais là, ça prend des proportions folles. Entre 2013 et 2018, il y avait des transferts, mais c'était moins de 10 milliards d'euros de transfert de la TVA vers la Sécu. On peut dire, allez, passe pour la solidarité, pourquoi pas. Mais en 2019, non, c'est pas trop long le RN, parce que j'ai 15 minutes. Mais si vous suiviez les débats sur la Sécu sociale, parce qu'en fait, vous en avez rien à faire, vous sauriez que j'ai 15 minutes de parole. Un peu de calme, s'il vous plaît. Cette année... Non, s'il vous plaît, merci milliards. de ne pas interpeller l'orateur. De 2013 à 2018, on transférait que 10 milliards, je disais. En 2019, par contre, il y a un changement de cap. 2019, c'était avant le Covid. En 2019, tout d'un coup, on passe brutalement à 46 milliards d'euros issus de la TVA transférés vers la Sécu sociale. Et voilà le plan que vous avez. Il est révélé. D'abord, vous empêchez la sécurité sociale de se financer de manière autonome. Vous coupez volontairement le robinet avec les exonérations de cotisations. Et ensuite, puisque la Sécu manque de ressources, vous dites, vous arrivez et vous transformez son financement. Vous qui vous dites les défenseurs du travail et de la valeur du travail. Mais là, c'est plus la Sécu sociale, c'est plus le travail des Français qui alimente la Sécu sociale, c'est autre chose. La Sécu, elle est de moins en moins financée par les cotisations, elle est de plus en plus financée, à cause de vous, par des impôts qui n'ont rien à voir avec le travail. La TVA, c'est un impôt à la consommation. Et en plus, c'est un impôt qui est injuste, qui est difficile. En ce moment, les Français, quand ils vont au supermarché, quand ils payent leurs factures, ils payent, ils voient la TVA, c'est dur. Ces ressources-là, elles ont augmenté parce que les prix ont augmenté. Vous faites reposer le financement de la Sécu sur ça. Donc vous faites payer aux classes populaires et aux classes moyennes les cadeaux que vous faites au grand patronat. Socialement, c'est malsain. Démocratiquement aussi, c'est malsain. Parce que ces budgets, ils n'ont pas à être imbriqués comme ça. Même Moscovici le dit. Ils n'ont pas à être imbriqués comme ça. C'est des budgets distincts. La Sécu sociale, les travailleurs cotisent pour assurer leur futur. L'État, la redistribution, la solidarité. Ce n'est pas la même chose. Économiquement, même la Cour des comptes s'en inquiète. Je vais la citer, c'est un rapport de février 2023. Ces affectations fragilisent l'objectif de soutenabilité des finances publiques, l'État se trouvant doté de ressources fiscales moindres pour financer un niveau équivalent de dépenses publiques. Parce que oui, en plus de ça, l'État y perd plus de 60 milliards dans l'opération. Presque le budget de l'éducation nationale. Normalement, cette somme considérable, elle aurait pu servir à protéger les Français en cas de choc, à faire la transition écologique ou alors à faire tout simplement le réinvestissement des services publics. Mais non, cet argent est parti évaporer pour financer les exonérations. Et la question se pose, pourquoi vous faites ça? Mais parce que c'est votre combat historique. Avant d'être président de la République, Emmanuel Macron a écrit un livre qui s'appelle « Révolution ». C'était pas la révolution bolchevique, c'était la contre-révolution. Vous voulez créer, avec vos réformes, un salariat fragile, un salariat obéissant, parce que vous ne tolérez pas les gens qui peuvent décider où et quand ils travaillent. Je prends un exemple simple. Devinette, pendant le Covid, il y a 2 classes de la population qui touchaient 100% de leur salaire. Assurés de toucher 100%, c'était qui? Les fonctionnaires, les retraités. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Les fonctionnaires, les retraités, la paye, elle tombe à la fin du mois. Donc les retraités, ils travaillent.
dans ce que vous considérez qui n'est pas du travail marchand, ça ne rapporte pas assez de sous pour vous, mais c'est du travail. La garde d'enfants, c'est du travail. L'engagement associatif, c'est du travail. L'engagement culturel, c'est du travail. L'engagement sportif, c'est du travail. Mais ça ne compte pas pour vous. Vous voulez qu'ils travaillent là où vous dites de leur travail, vous leur dites et vous leur ordonnez de travailler. Et plus vous allez repousser l'âge de départ à la retraite, et plus vous allez affaiblir économiquement toute une tranche de la population, notamment à partir de 60 ans, qui devra accepter les mauvais traitements et les métiers mal payés. Ça, c'est le premier objectif de votre casse de système de retraite et de la Sécu. Et puis aussi, vous voulez prendre le pouvoir sur la Sécu. Parce que pendant des années, la sécurité sociale a été gérée par les travailleurs. En 1945, le patronat n'a que 11% des sièges. Ensuite, dans les années 60, il y a le paritarisme. Pompidou, la droite, qui dit maintenant c'est 50-50. Donc le rapport de force entre les salariés et les patrons devient difficile. Et puis ensuite, dans les années 90, Juppé arrive et on fait ces lois de financement de la sécurité sociale où l'État se mêle de choses dont il n'aurait pas à se mêler, c'est-à-dire l'argent collecté par les travailleurs et qui devrait être géré principalement par les travailleurs français de ce pays. Et après, votre objectif final, puisque vous faites financer par autre chose que le travail, c'est de donner toujours moins de valeur au travail. Le salaire brut est en train de considérablement diminuer. Le salaire net, pareil. Et à chaque fois que le salaire brut diminue, c'est le travail qui prend de la valeur en moins. Alors bien sûr, le Rassemblement national n'est pas très bavard là-dessus et m'écoute pas beaucoup, il préfère me hurler dessus. Mais je rappelle que c'est parce que le Rassemblement national, dans sa grande cohérence, a proposé quelques semaines avant la réforme des retraites de faire une loi d'exonération de cotisations sociales massives qui aurait grévé le pouvoir de la sécurité sociale. Alors bien sûr, vous êtes bavard. Bien sûr, mon raisonnement vous échappe. Ah, ça c'est clair. Vous qui proclamez être du côté des travailleurs, s'il vous plaît, ce que vous faites concrètement, c'est que vous passez votre temps à diminuer la valeur du travail. Vous passez votre temps à diminuer les cotisations sociales. Vous passez votre temps à casser l'autonomie des travailleurs français et des travailleurs de ce pays qui le font tourner. Et puis enfin, vous ne voulez pas que les gens aient le choix. Nous n'arrêterons pas de nous battre pour la retraite à 60 ans, parce que la retraite à 60 ans, ne vous en déplaise, c'est le fait d'avoir le temps de choisir, le temps de se demander quand la lumière commence à s'éteindre, quand on arrive au bout, de choisir ses activités et de se dire est-ce que j'ai eu le temps de bien faire les choses? Est-ce que j'ai eu le temps de prendre soin des miens? Dans la vie, on ne réussit pas tout, hein, mais d'avoir le temps au moins d'essayer de bien faire les choses. Voilà ce que c'est le temps libéré par la retraite à 60 ans. C'est le temps du don à l'autre, c'est le temps du don de soi. C'est le plus beau des temps, c'est celui de la retraite à 60 ans. Voilà pourquoi, malgré toutes les protestations, tous les coups bas, jamais nous n'arrêterons de nous battre pour la retraite à 60 ans. Je vous remercie.